Merci à tous d'être là. Bienvenue à notre webinaire Construction à ossature bois qui est animé aujourd'hui par Mathieu Faye, qui est référent technique national structure et construction bois chez Quali-Consult. On est ensemble pour 1 heure. Mathieu va vous faire une présentation qui devrait durer 45 minutes. Pendant sa présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet chat. Et on reviendra à la fin de la présentation de Mathieu sur ces questions pour y répondre. On vous enverra aussi la présentation PowerPoint à l'issue de la réunion et vous aurez accès à un replay. Je pense qu'on a pas mal de monde qui est arrivé, donc on va pouvoir commencer. Mathieu, si tu veux. Entendu. Merci Audrey. Bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Donc, je suis Mathieu Faye, référent technique au sein de la direction technique Quali-Consult et donc spécialiste sur les structures et ouvrages en bois. On va pouvoir aborder aujourd'hui différentes thématiques. C'est des thématiques qui sont d'actualité. Hein. On va voir en premier lieu la différence entre les murs à ossature bois et les façades à ossature bois et leurs limites dans leur utilisation. En deuxième point, l'isolation traditionnelle et les isolants biosourcés. Donc la construction bois est poussée effectivement aujourd'hui par la réglementation environnementale RE 2020 et on allie de plus en plus d'autres matériaux biosourcés avec cette construction bois. Donc on va voir effectivement les limites des isolations traditionnelles et celles qui ne le sont pas, la gestion de l'humidité en phase chantier et puis la sécurité vis-à-vis du risque incendie. Et à la fin, je vous présenterai des outils de filière ou des ressources qui peuvent vous être utiles. Donc tout d'abord, juste un rappel sur les différents systèmes constructifs en bois. Là, on va parler des systèmes constructifs contemporains. Je ne parlerai pas, par exemple, des pans de bois qui sont effectivement plutôt sur les structures anciennes. Les différentes techniques, donc la vignette de gauche présente les murs à ossature bois type plateforme, se relevant du DTU 31.2. Donc dans ce cas-là, on a des montants à ossature bois qui sont répartis tous les 60 cm avec un voile de contreventement situé côté extérieur ou côté intérieur. On va voir finalement que les façades à ossature bois possèdent le même système constructif, simplement on a une destination différente. Au milieu, on va retrouver les ossatures bois, ce qu'on appelle poteaux-poutres, donc un assemblage de poteaux et de poutres qui va permettre une reprise de charge supérieure qui relève du DTU 31.1 et qui est souvent allié avec ce qu'on voit sur la vignette de droite, c'est les panneaux CLT, ce qu'on appelle les panneaux CLT. En français, on appelle ça les panneaux de bois lamellés croisés, qui aujourd'hui ne sont pas rentrés en traditionnalité, donc ne relèvent pas des DTU et de l'Eurocode, mais ça devrait changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils relèvent plutôt d'une démarche d'avis technique ou de documents techniques d'application. Le choix du système constructif est lié à la hauteur de l'ouvrage, aux performances attendues et aux exploitations. C'est-à-dire que pour les murs à ossature bois, on va souvent être limité sur des hauteurs d'ouvrage à 3 ou 4 niveaux, alors que sur des systèmes poteau-poutre avec du CLT, on va pouvoir reprendre des descentes de charge plus importantes et on va pouvoir monter sur des bâtiments de plus grande hauteur. Donc là, on va voir la distinction entre les murs à ossature bois porteurs relevant du DTU 31.2 et puis les façades à ossature bois non porteuses qui relèvent du DTU 31.4. Dans la composition de la paroi, on va voir que c'est relativement sensiblement similaire. Les matériaux, on va finalement avoir une constitution de parois d'une multitude de couches qu'on va détailler. L'ossature est sensiblement la même. On voit photo de droite, des montants tous les 60 cm avec un voile de contreventement dans le cas des murs à ossature bois DTU 31.2 et ce qu'on va appeler un voile de stabilité pour les façades à ossature bois. Si on détaille un peu cette composition de parois, donc on va avoir côté extérieur, donc côté gauche là de la coupe, un revêtement extérieur, souvent un bardage ventilé, posé sur un support, donc support bois qui va permettre d'aménager une lame d'air, cette lame d'air faisant un minimum de 2 cm de largeur.
Ce qu'on voit en bleu, c'est le pare-pluie. Donc le pare-pluie qui va permettre d'assurer une protection en cas de problème d'étanchéité sur le bardage extérieur. Le voile travaillant, numéro 4, qui servira à la fois de support de pare-pluie et de contreventement dans le cas des murs à ossature bois des TU31-2. 5, ça va être l'isolant qui va être positionné entre les montants d'ossature, qui sont tous les 60 cm. 6, le pare-vapeur, situé côté intérieur de la paroi, il permet de limiter les migrations de vapeur d'eau dans le complexe de murs à ossature bois. 7, ça va être la contre-ossature qui sera support de la plaque de plâtre. Et on aime bien ménager via cette contre-ossature ce qu'on appelle un vide technique de 4 à 5 cm pour permettre de garder l'intégrité du pare-vapeur, par exemple quand on va positionner les boîtiers encastrés sur les interrupteurs ou les prises électriques pour ne pas percer le pare-vapeur. Ces complexes qui relèvent à la fois du DTU 31.2 et du 31.4 sont limités pour des locaux à faible et moyenne hygrométrie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du logement, par exemple, on va avoir un dégagement de vapeur d'eau. On va vouloir limiter la migration de cette vapeur d'eau dans la paroi, donc d'une part par l'intermédiaire de la membrane par vapeur, et puis côté extérieur, cette lame d'air ventilée va permettre finalement d'évacuer l'éventuelle humidité qui serait coincée à l'intérieur du complexe. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une lame d'air ventilée côté extérieur. C'est effectivement cette possibilité d'évacuer l'humidité qui serait située à l'intérieur du complexe. Donc sur ces photos, on voit la distinction, alors côté gauche sur les murs à ossature bois porteurs relevant du DTU 31.2 et côté droit sur les modules de façade à ossature bois non porteuse. On voit que ces modules de façade sont préfabriqués et sont fixés sur une structure qui elle-même est autostable. Donc on va simplement venir habiller cette structure autostable qui peut être, là en l'occurrence, on le voit sur la photo, en ossature bois, en construction bois poteau-poutre, ou en ossature métallique, ou éventuellement en béton armé. Sur la photo de gauche, on voit, sur la figure de gauche, pardon, on voit une schématisation des murs à ossature bois porteurs. Sur l'image de droite, on va voir en bleu ces façades à ossature bois non porteuses qui peuvent être à la fois des façades filantes ou des façades semi-filantes qui relèvent du champ d'application du DTU 31.4. Et on peut éventuellement avoir une mixité entre les façades à ossature bois et ces murs à ossature bois porteurs. En l'occurrence, là, ces murs vont reprendre une partie des charges de la charpente pour la transmettre à la structure porteuse. Donc là, on a un comparatif des murs porteurs et des façades à ossature bois non porteuses. Donc les murs porteurs relèvent du DTU 31.2, on l'a dit. On a un guide d'application informatif qui est diffusé sur le site du Codifab. Je vous remettrai les références, je vous ai mis les références à la fin de la présentation. C'est un ouvrage de gros œuvre avec une limitation du domaine d'emploi du DTU 31.2 à 28 mètres de hauteur. On a un panneau de contreventement qui est également appelé voile travaillant. À l'inverse, pour les façades ossature bois non porteuses, NFDTU 31.4 pour le référentiel, ce sont des ouvrages de seconde œuvre. Une limitation de hauteur d'ouvrage également à 28 mètres de hauteur et un panneau, ce qu'on appelle un panneau de stabilité. Ce n'est pas un panneau de contreventement parce qu'il n'a pas ce rôle de contreventement. On va l'appeler simplement panneau de stabilité qui a éventuellement une fonction d'écran thermique vis-à-vis de la sécurité incendie. Ce panneau de stabilité, il va assurer le maintien du module pour pouvoir le transporter et pour pouvoir le lever, pour le fixer sur la structure porteuse. Donc le référentiel technique est compris entre le pare-pluie côté extérieur et le pare-vapeur côté intérieur. Ça ne vise pas les doublages intérieurs, les menuiseries, les revêtements extérieurs qui ont eux-mêmes leur propre référentiel, et notamment des DTU ou des avis techniques. Donc les murs porteurs participent à la stabilité de la structure porteuse. Ces parois porteuses sont constituées de panneaux qui sont juxtaposés. Bien souvent, on a également une préfabrication sur ces murs porteurs.
Ils sont solidaires des planchers et ils reposent sur un appui unique en pied. Les façades non porteuses sont autoporteuses. Elles sont constituées de panneaux juxtaposés, c'est ce qu'on a vu sur la photo précédente. Reposent également en pied sur un appui unique et éventuellement sur des planchers intermédiaires. C'est ce qu'on va voir pour les façades interrompues qui portent finalement de plancher à plancher. Les façades à ossature bois sont conçues pour ne pas s'opposer aux déformations et aux déplacements de la structure porteuse, qui doivent rester libres. Ça va se gérer notamment sur les points de fixation. Et il est nécessaire de prendre en compte le schéma statique des panneaux, la définition des points d'appui sur la structure primaire, la descente de charge sur la structure et les déplacements différentiels. Ça veut dire que ces points-là, ça va effectivement être des points spécifiques à prendre en compte dans le cas des façades non porteuses, alors que dans les murs porteurs, on a un appui direct et uniforme qui permet finalement la transmission des efforts. Ça, c'est un schéma justement qui représente, donc qui est extrait du DTU 31.4 pour les façades à ossature bois non porteuses. Deux possibilités. Donc en 1, on a des panneaux de façade qui sont posés en bande horizontale. Et en 2, on a des panneaux de façade qui sont posés en bande verticale, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sur plusieurs étages, un maximum de 3 étages. Donc 2 orientations possibles pour ces modules de façade. Sur la pose des différents modules, on va avoir différents types de poses possibles. Donc ça, c'est également une figure qui est extraite du DTU 31.4. Donc on a sur la partie droite, c'est une vue de face des modules, et sur la partie gauche, c'est une coupe. Et donc sur cette coupe, on voit effectivement qu'on est sur un principe de façade filante, c'est-à-dire qui passe devant les nez de plancher, mais qui a un appui en pied en bande horizontale. Donc, tous ces 3 modules de façade vont reposer les uns sur les autres pour reposer finalement en pied sur, par exemple, une dalle béton. Donc, on a possibilité de superposer comme ça 3 modules de façade devant le nez de plancher. Première possibilité. Deuxième possibilité, on a un principe de façade filante. Donc, on voit sur la coupe de gauche qu'on est toujours sur des façades filantes qui passent devant le nez des planchers. Et ces façades ne sont plus superposées, mais sont indépendantes les unes des autres. Ça veut dire qu'elles vont être reposées par l'intermédiaire de fixation sur les nez de plancher horizontaux avec des appuis multiples. Donc là, on gère finalement les modules étage par étage. Troisième possibilité, on est sur un principe de façade interrompue. Vous le voyez sur la partie gauche de la figure. Ces modules sont insérés entre les planchers. On ne repose plus devant, on n'est plus devant le plancher, mais on est à l'intérieur, c'est-à-dire entre les planchers. C'est une fixation qui ressemble un petit peu plus à ce qui peut se trouver sur le DTU 31.2. Là, il va falloir par contre insérer un complément d'isolation extérieure pour éviter justement le pont thermique au niveau du nez de plancher. Donc, dans tous les cas, on aura une surisolation extérieure quand on a un principe de façade interrompue. Dans la composition de la paroi, que ce soit en 31.2 ou en 31.4, c'est-à-dire en mur ou en façade, on essaye de respecter cette règle dite des 2 tiers, 1 tiers en termes d'isolation. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir au maximum 1 tiers de la résistance thermique de la paroi côté intérieur par rapport à la membrane par vapeur. Donc la membrane par vapeur, c'est le petit 5, c'est-à-dire le trait interrompu un peu épais que vous voyez en partie supérieure. Donc A, c'est la résistance thermique maximum de 1 tiers, et B, c'est la résistance thermique minimum de 2 tiers côté extérieur par rapport à cette membrane par vapeur. Donc ça, c'est une règle qui fonctionne en climat de plaine pour garantir finalement l'absence de points de rosée à l'intérieur du complexe de parois, aussi bien en mur qu'en façade. Un autre point, que ce soit pour les murs ou pour les façades, c'est ce qu'on appelle la garde au sol. La garde au sol, elle permet finalement d'éviter que les pièces de bois soient soit en contact avec le sol, soit dans ce qu'on appelle la zone de rejaillissement de 20 cm. La zone de rejaillissement, c'est
les eaux de pluie qui risquent de rejaillir finalement en partie basse de la paroi et donc solliciter de manière trop importante la durabilité de l'ouvrage. Donc pour ça, on va décoller finalement toutes les pièces de bois d'au moins 20 cm, que ce soit le bardage ou que ce soit la lisse basse du mur à ossature bois, pour garantir que dans la vie de l'ouvrage, on n'ait pas une humidification trop importante en partie basse qui pourrait entraîner des dégradations. Le DTU 31.2 propose la possibilité d'intégrer un caniveau au niveau de ce détail, et donc les 20 cm sont considérés par rapport au fond du caniveau vis-à-vis du risque de rejaillissement. J'ai mis à droite quelques exemples de bâtiments anciens où on voit que finalement cette garde au sol, cette distance par rapport au sol, sur les ouvrages anciens, c'est plutôt un soubassement maçonné qui était fait avant de positionner les pans de bois, et en général plutôt un soubassement d'1 mètre, une maçonnerie d'1 mètre, et on commençait finalement à poser ces pans de bois sur ce soubassement maçonné. Ça permettait d'une part, d'éviter cette zone de rejaillissement et d'autre part de limiter les risques de remontée capillaire au niveau de la partie basse du mur. Donc le système de fixation des modules de façade, on a vu qu'effectivement il y avait deux possibilités, soit des façades filantes, soit des façades interrompues. Là on est sur le cas d'une façade filante et on va venir se fixer sur, par exemple, le nez d'une dalle béton. Donc ce qui est en rouge, c'est une ferrure qui va permettre à la fois de fixer la partie basse du module supérieur et la partie haute du module inférieur. Donc au niveau, ce qu'on va vouloir surtout, c'est éviter que la flexion du plancher vienne mettre en compression le module inférieur. Donc ça veut dire que au niveau de cette équerre qu'on voit en sous-face entre la façade et la dalle béton, on va positionner un trou oblong vertical qui va permettre que quand le plancher va commencer à fléchir, on garantisse le fait qu'on ne vienne pas mettre en compression le module de façade. On est toujours sur un module de façade qui ne doit pas participer à la stabilisation de l'ouvrage. Donc on prend la disposition au niveau de la fixation pour éviter à la fois la mise en compression et le fait que ce module vienne travailler avec la structure porteuse. Concernant les façades interrompues, donc les façades sont entre les planchers, on va positionner des équerres ou des cornières qui vont fixer finalement ce module de façade au plancher. Encore une fois, on va ménager un jeu entre la partie haute du module et le plancher, et puis on va ménager un trou oblong vertical dans cet élément d'assemblage pour garantir que quand le plancher va fléchir, on ne vienne pas mettre en compression le module de façade. Donc une exigence de résistance à la pluie battante des façades à ossature bois. Le DTU intègre 2 niveaux d'exigence de résistance à la pénétration de la pluie battante en fonction de la zone de vent, de la catégorie de rugosité du terrain et de la hauteur du bâtiment. Donc on a deux niveaux, le niveau d'étanchéité à l'eau 1 et le niveau d'étanchéité à l'eau 2. 1 correspondant à une exigence standard et 2 correspondant à une exigence élevée dans le cas d'une forte sollicitation, d'une forte exposition au vent et à la pluie. Donc dans le DTU, dans les deux DTU, aussi bien 31.2 que 31.4, on va retrouver ce tableau qui permet d'attribuer finalement en fonction de ces 3 critères que sont la région de vent, la catégorie de rugosité du terrain et la hauteur de l'ouvrage. Est-ce qu'on se situe en niveau 1 ou en niveau 2? Une fois qu'on a défini ces critères-là, on va derrière avoir des prescriptions particulières, notamment pour le niveau 2, parce qu'effectivement, on doit avoir une façade qui est plus étanche. Donc notamment, on retiendra l'interdiction d'utiliser ce qu'on appelle un pare-pluie rigide. Le pare-pluie rigide, c'est un panneau de fibre de bois type SWP. Et donc, dans le cas du niveau 2, on passera forcément sur une membrane pare-pluie. L'obligation d'utiliser un bardage étanche, équivalent à une paroi de type 14. Ça veut dire pas de bardage ajouré.
assurer l'étanchéité à l'eau de toutes les liaisons, les fourreaux de traversée, les calfeutrements, l'utilisation obligatoire d'angles préformés pour assurer la continuité de l'étanchéité du pare-pluie dans les angles des baies. Là, on pense effectivement dans les angles des baies au risque d'infiltration au niveau des menuiseries. Et surtout, on veut, en cas de défaillance de la menuiserie, avoir un pare-pluie qui joue son rôle, c'est-à-dire une continuité de la membrane pare-pluie dans les angles des baies. L'utilisation d'une bavette d'appui monobloc soudée dans les angles, avec une pente supérieure ou égale à 3%. Encore une fois, on fait le nécessaire pour éviter les infiltrations au niveau de ces parties basses des baies. L'utilisation d'un encadrement de baies systématique, le recouvrement de 30 mm du bardage au droit du linteau, ou l'utilisation d'un larmier avec bande de pare-pluie rapportée remontant au recouvrement supérieur. La pose des menuiseries en applique extérieure, c'est-à-dire qu'on va essayer d'assurer le plan d'étanchéité dans la continuité du bardage, éventuellement la possibilité d'une pose en tunnel, à condition de protéger les calfeutrements des intempéries. Et on a dans le DTU finalement un tableau E1, qui synthétise les différentes prescriptions pour les classes EE1 et EE2. Donc des dispositions particulières quand on a une exposition plus forte, ce qui est relativement logique. Cette photo illustre un peu les modules de façade. Donc là, c'est un bâtiment qui est un bâtiment canadien relativement haut. Des modules de façade qui ont été posés sur une structure poteau, poutre, avec des planchers CLT formant diaphragme. Là, on ne les voit pas tout à fait, mais derrière, il y a des cages d'escalier et d'ascenseurs en béton. Donc, c'est un bon exemple de mixité, finalement, entre structure béton, structure bois et façade à ossature bois porteuse. Façade à ossature bois non porteuse, pardon. On va passer à la partie 2 sur l'isolation traditionnelle et les isolants biosourcés. Donc, à ce jour, les DTU 31.2 et 31.4 couvrent l'utilisation des laines minérales, c'est-à-dire laine de verre et laine de roche, exclusivement. C'est-à-dire qu'on a possibilité d'utiliser d'autres matériaux en fonction de l'emploi revendiqué, mais ils devront bénéficier d'un avis technique. C'est notamment le cas des fibres de bois, des isolants à base de fibres de bois, des isolants à base de ouate de cellulose et des isolants à base de paille. Donc le terme biosourcé désigne un produit ou un matériau entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières issues du vivant, soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Ce sont pour la plupart des isolants sensibles à l'humidité qui seront employés principalement en isolation par l'intérieur ou entre les montants d'ossature. Pour les isolations par l'extérieur, on préférera plutôt des isolants hydrophobes qui sont moins sensibles à l'humidité. Donc, on va retrouver différentes applications pour ces isolants, avec une distinction principalement pour l'utilisation en mur et l'utilisation en comble. Différents modes de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des isolants souples en panneau ou en rouleau, des isolants semi-rigides également en panneau ou en rouleau, des isolants rigides, des isolants en vrac insufflés ou des isolants en vrac appliqués en projection humide à l'eau. Donc le DTU 31.2, 31.4 aujourd'hui demande à ce que les matériaux isolants soient en panneau roulé, rigide ou semi-rigide. Pour quelle raison? Simplement parce que ces isolants vont être insérés entre les montants d'ossature et on a besoin d'avoir une certaine rigidité pour qu'ils s'ils soient maintenus finalement entre ces montants d'ossature et qu'il n'y ait pas de glissement ou de déplacement dans la vie de l'ouvrage. Donc les isolants en fibre de bois sont issus du défibrage de chutes de bois. On a aujourd'hui 3 avis techniques qui couvrent l'emploi prévu, notamment l'utilisation des murs à ossature bois. Les conditions d'emploi s'appuient sur le cahier 3728 du CSTB. Et la prochaine version du DTU 31.2, qui est en cours de rédaction, devrait intégrer ces isolants en fibre de bois. Donc, c'est des produits qui sont amenés à être rentrés en traditionnalité.
Selon les DTU, un pare-pluie rigide situé côté extérieur ne peut pas être utilisé comme complément d'isolation extérieure. On ne peut pas avoir ces deux fonctions. Le DTU limite les épaisseurs de pare-pluie rigide à 20 mm pour des panneaux MDF, donc des panneaux de fibre de bois RWH, et 35 mm pour les panneaux SBH ou SBE. Je fais ici un petit rappel parce qu'il y a souvent une confusion entre les isolants en laine de bois et les isolants en fibre de bois. On a abordé juste avant les isolants en fibre de bois. Donc, vous voyez sur la photo de gauche un isolant en laine de bois. Donc, WW pour wood wool. Ce sont des isolants qui relèvent de la norme européenne 13168. Les isolants en fibre de bois WF pour wood fiber relèvent de la norme 13171. Donc, ce sont deux produits différents et on a souvent une confusion sur cette dénomination au niveau des isolants. Pour la ouate de cellulose, donc c'est un isolant qui est principalement issu du broyage de papier recyclé. Un DTU est sorti pour l'isolation thermique de comble par soufflage d'isolant en vrac pour les laines minérales et la ouate de cellulose issue de papier. C'est le DTU 45.11. Mais pour les autres utilisations, on n'a pas encore de DTU. Par exemple, pour l'utilisation en mur à ossature bois ou en plancher, ou sous autre forme, c'est-à-dire semi-rigide ou par flocage, le produit bénéficiera d'un avis technique valide pour l'emploi revendiqué. J'ai vérifié encore hier, il y a plus d'une dizaine d'avis techniques sur des isolants en ouate de cellulose qui sont valides à ce jour. Concernant l'isolation en paille, donc la paille, c'est une tige sèche d'une céréale dépouillée de ses épis. Les règles professionnelles de construction en paille, vous avez l'image en bas à droite, ne couvrent que l'utilisation de la paille de blé. Les caractéristiques essentielles de la paille pour l'utilisation en construction sont l'orientation des fibres, la teneur en eau de la botte de paille et la masse volumique. Ça sont des paramètres qui vont avoir une incidence sur les caractéristiques et sur l'efficacité de l'isolant. Donc aujourd'hui, on a ces règles professionnelles qui ont été acceptées par la Commission Prévention Produits, la C2P. Donc c'est un référentiel qui est effectivement valide pour des locaux à faible ou moyenne hygrométrie, encore une fois. On limite aux locaux à faible et moyenne hygrométrie ces complexes de murs à ossature bois. Pour des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol, ça traite de l'isolation et nécessite la conformité au DTU 31.2 et l'Eurocode 5, c'est-à-dire que ces règles reposent finalement du point de vue de la solidité sur des référentiels existants pour le calcul sur l'Eurocode 5 et pour la mise en œuvre sur le DTU 31.2. Et le domaine d'emploi exclut la paille porteuse. On a une ossature finalement qui joue ce rôle porteur. Donc depuis 2012, la sortie des règles professionnelles, de plus en plus de bâtiments construits avec une isolation en paille. Je vous ai mis le lien pour le réseau vers le réseau français de construction en paille. Principalement des bâtiments de petite ou moyenne dimension. Publication par l'agence qualité construction sur la paille et sur les matériaux biosourcés qui souligne la sensibilité de ces matériaux à l'humidité. Donc, une attention particulière devrait être portée à la formation des acteurs, parce qu'effectivement, le réseau français permet finalement une formation relativement complète des différents acteurs. La protection aux intempéries de la paille en privilégiant de préférence des caissons préfabriqués en atelier qui seront totalement protégés et qui arriveront sur chantier en étant protégés des intempéries. Et des relevés du taux d'humidité qui puissent être réalisés avant, pendant et après la mise en œuvre. Vous avez ici sur l'image un exemple de relevé. Donc, c'est un appareillage un peu spécifique avec une sonde qui va permettre de mesurer le taux d'humidité de la paille à l'intérieur de la botte de paille.
D'autres matériaux disposent d'avis techniques et peuvent être utilisés pour l'isolation des parois à ossature bois. On pense notamment au chanvre, au coton, au textile recyclé. Il y a d'autres produits qui mixent également ces différents matériaux pour créer d'autres produits. Donc, les avis techniques sont disponibles sur le site du CSTB. Les principaux points de vigilance, on l'a dit, ça va être l'humidité, la durabilité, donc la protection aux intempéries en privilégiant des caissons préfabriqués en atelier, puis protégés pour la phase chantier, les relevés des taux d'humidité avant, pendant et après la mise en œuvre, limiter au maximum l'exposition à l'humidité dans la vie de l'ouvrage, et pour la sécurité incendie, la protection au feu en phase chantier, notamment vis-à-vis de l'utilisation des chalumeaux, et dans la vie de l'ouvrage par la mise en place d'écrans thermiques, on en parlera juste après. Le respect des distances minimales vis-à-vis des sources de chaleur, on pense notamment aux conduits de cheminée, aux spots encastrés, pour lesquels on devra respecter des distances minimales. Nous allons passer à la partie 3 sur la gestion de l'humidité justement en phase chantier, on a commencé à l'évoquer. Donc les risques associés à l'exposition aux intempéries en phase chantier, c'est notamment une durabilité non adaptée. La majeure partie des structures sont compatibles avec une classe d'emploi 2. Quand sur chantier, on a une rétention d'eau, quand on a une quantité importante d'eau à gérer, on a un risque également de lessivage du produit de traitement et donc une diminution à la fois de la durabilité et des caractéristiques mécaniques, notamment diminution des caractéristiques mécaniques des panneaux OSB, panneaux de particules qui ont tendance à gonfler. Une fois qu'ils ont gonflé, on a un risque effectivement d'avoir une baisse des caractéristiques mécaniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye effectivement de préfabriquer au maximum avec une protection assurée par le pare-pluie et éventuellement le pare-vapeur, une protection des ouvrages sensibles et des isolants biosourcés, la protection des ouvrages horizontaux, parce qu'effectivement, quand on a des surfaces horizontales, on n'a pas d'évacuation, c'est plus compliqué de faire évaporer l'humidité, donc on essaye de limiter l'exposition des ouvrages horizontaux. Éviter le confinement et vérifier le taux d'humidité avant la mise en œuvre des revêtements étanches. On pense notamment aux éléments de seconde œuvre et aux éléments de bardage. Donc, en vérifiant le taux d'humidité pour éviter le confinement et éviter d'enfermer de l'humidité à l'intérieur du complexe. La filière s'est organisée en rédigeant un guide pratique et un mémento qui sont disponibles sur le site internet du Codifab. Dans ce guide pratique, on va retrouver des méthodologies pour réaliser les relevés d'humidité, notamment l'implantation des sondages, le rappel des humidités admissibles suivant les référentiels, donc le rappel des DTU notamment, les dispositions à prendre pour la protection des ouvrages, des exemples de ce qu'on appelle les bons à fermer, c'est-à-dire qu'on vérifie le taux d'humidité avant d'enfermer finalement les pièces de bois, et puis des exemples de fiches d'autocontrôle pour les industriels pour pouvoir réaliser et en tout cas assurer une traçabilité en termes d'autocontrôle. Donc ces deux documents sont téléchargeables sur le site du Codifab. Pour la partie sécurité vis-à-vis du risque incendie, donc les structures en bois, si on prend une pièce de bois seule finalement, en règle générale, le bois commence à s'enflammer à une température située aux environs de 250 à 300 degrés. Donc on a une autocombustion aux alentours de 300 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il y a une couche de charbon, on le voit sur cette figure-là, qui va se former sur la partie extérieure. On va avoir à l'intérieur un bois qui est non atteint, c'est-à-dire qui n'est pas dégradé. Et puis, entre les deux, on a ce qu'on appelle une couche pyrolysée. C'est une couche qui a subi un échauffement, qui a commencé à perdre un peu ses caractéristiques mécaniques. Donc, on ne va pas considérer cette couche dans la section résiduelle. Donc, pour justifier la stabilité au feu d'une pièce de bois, souvent de forte section, on va considérer finalement cette section résiduelle intérieure de bois non atteint
vis-à-vis d'un chargement sous combinaison incendie. Vous avez ici une photo d'un ouvrage qui a subi un incendie et on voit effectivement ce charbon qui s'est créé sur la périphérie des pièces de bois. Quand on a coupé finalement une pièce de bois, on voit qu'effectivement à l'intérieur le bois n'est pas atteint. Et on a cette limite entre le charbon et le bois non atteint qui est ce qu'on appelle la couche pyrolysée. Donc ce calcul, il est réalisé suivant l'Eurocode 5, et donc la partie feu, c'est la partie 1.2 de l'Eurocode 5. Le domaine d'application de cette partie feu de l'Eurocode 5 inclut celui de la partie 1.1 et ne traite que des méthodes passives de protection au feu, c'est-à-dire par la mise en place d'écrans. On ne traite pas, par exemple, du sprintlage, par exemple. Les vitesses de combustion des bois sont variables avec la prise en compte de la masse volumique, c'est-à-dire que la vitesse de combustion diminue lorsque la masse volumique et la massivité augmentent. Donc on retrouve dans ce tableau justement les différentes vitesses de combustion en fonction de la nature des bois. Pour un bois résineux, on va être aux alentours de 0,7-0,8 mm par minute. On va avoir une combustion linéaire du bois à cette vitesse de 0,7 ou 0,8 mm par minute. Et pour un feuillu, par exemple pour du chêne, on va être plutôt aux alentours de 0,55 mm par minute. Donc on arrive à anticiper finalement le fonctionnement sur les pièces de bois. Ce qui peut poser problème, c'est les éléments métalliques qui vont servir à l'assemblage de ces pièces de bois. Ces éléments métalliques, s'ils sont exposés aux flammes, on estime entre un quart d'heure à une demi-heure la stabilité au feu maximum pour ces éléments métalliques. Donc si on veut aller au-delà d'une demi-heure, on va effectivement devoir protéger ces éléments métalliques. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Finalement, c'est bien souvent le fait d'insérer des plats métalliques à l'intérieur des pièces de bois. C'est-à-dire que ces pièces vont servir de protection aux éléments métalliques durant l'incendie. Donc, on a une illustration, par exemple, sur une tête de boulon. La tête de boulon va être positionnée à l'intérieur du bois et on va, par-dessus, repositionner un écran qui va permettre de limiter l'exposition de ces éléments métalliques. Tout ça, c'est géré par la partie 1.2 de l'Eurocode 5. Quand on a des éléments de plus petite section, la section ne va pas être suffisante pour assurer la stabilité au feu. Dans ce cas-là, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle les écrans. Des écrans, c'est bien souvent une plaque de plâtre qui va permettre de limiter l'exposition du bois, ou en tout cas de protéger le bois durant la stabilité au feu requise. Pour ça, on a un document qui est l'annexe nationale de la partie feu de l'Eurocode 5, qui permet de donner finalement des prescriptions sur ces écrans, sur ces protections. Donc ces écrans, on va également les utiliser par rapport au risque de propagation du feu par les façades. On a 3 grands points à vérifier par rapport au risque de propagation du feu par les façades. C'est l'étanchéité de la jonction façade-plancher, donc pas de passage de fumée ou de flamme. Ça va être le fait de contenir au niveau N et niveau N+1 la propagation des flammes dans la lame d'air et le long du bardage. Et quatrièmement, on va essayer d'utiliser une paroi résistante au feu par rapport à un feu provenant de l'extérieur, pour éviter justement que le feu se propage à l'intérieur du complexe. Et pour ça, on va utiliser un écran thermique côté extérieur avec le maintien de la fonction par flamme pendant au moins 30 minutes. Il y a eu toute une série d'essais qui a été réalisée par le CSTB, le FCBA, et qui a permis d'aboutir à un guide. Donc, c'est un guide rédigé par le CSTB et le FCBA qui s'appelle Bois, construction et propagation du feu par les façades, également disponible sur le site du Codifab. Et ce guide donne des préconisations sur les éléments qui participent à limiter cette propagation du feu par les façades.
Parmi les points importants, on va parcourir juste rapidement hein, les points les plus importants. Ça va être la présence, la nature, la géométrie et le positionnement du déflecteur. Le déflecteur, c'est cette bavette de recoupement qu'on va positionner à chaque étage pour limiter la propagation des flammes. La présence ou non et la nature de l'écran thermique. Donc, si vous voyez sur la figure de droite, l'écran thermique, c'est le trait rouge qui est positionné côté extérieur de la paroi et qui permet finalement de limiter l'entrée du feu à l'intérieur du complexe de l'ossature bois. Le classement de réaction, l'épaisseur nominale, la masse volumique et le pouvoir calorifique du parement de bardage extérieur. Plus le parement de bardage extérieur a un risque de propager, plus on va devoir finalement avoir un déflecteur efficace pour limiter la propagation. Donc c'est en lien directement avec le classement en réaction au feu du parement extérieur. La présence, la nature, la géométrie et le positionnement des dispositifs d'obturation et de calfeutrement de la lame d'air. Donc le risque avec la lame d'air, c'est effectivement d'avoir cet effet de cheminée, de tirage, qui risque d'accentuer le phénomène de propagation. Et donc pour ça, on peut avoir un système d'obturation de la lame d'air qui est finalement une plaquette intumescente qui va gonfler quand elle sera exposée à une température importante. Et donc, en gonflant, elle va obstruer la lame d'air et on va limiter ce phénomène de tirage ou cet effet cheminée. Le traitement des embrasures de la façade et le traitement de l'étanchéité entre le plancher et la façade, notamment par la mise en place d'un calfeutrement. Donc, voilà les différents points vis-à-vis du risque de propagation du feu par les façades. N'hésitez pas à télécharger le guide où vous avez la version complète avec les différentes solutions. Donc, je vais vous présenter justement les outils filières et les ressources qui sont disponibles. Un site internet qui s'appelle www.catalogue-construction-bois.fr. Donc, ce catalogue construction bois, c'est la filière a essayé de regrouper finalement énormément de données techniques avec ce qui s'appelle le bois rêve. Donc, c'est le guide des référentiels bois construction, des propositions de solutions techniques, des fiches produits et tout ça téléchargeable gratuitement, soit au format PDF, soit au format DWG pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est une ressource relativement intéressante, notamment pour les prescripteurs et les bureaux d'études. Pour ceux qui utilisent l'Eurocode 5, il y a une plateforme, qui est plateforme-eurocode5.fr, qui permet finalement d'être voilà, d'avoir énormément de documentation sur comment appliquer tel ou tel coefficient, dans quelles conditions, etc. Donc, c'est une ressource relativement intéressante pour la réalisation des calculs suivant l'Eurocode 5. Un référencement de procédés propriétaires sur support bois. Donc, ça, ce sont des fichiers qui sont disponibles sur le site du Codifab. Ce sont des fichiers Excel que vous pouvez télécharger sur un référencement des différents procédés, par exemple, des procédés d'ETICS, des procédés de façade sur support bois, des procédés de sol sur support bois, des procédés de contrecloison, etc. Ça se présente sous la forme de fichiers Excel. Voilà, alors, bon, c'est un peu petit, on ne peut pas voir, mais vous pourrez les télécharger et les consulter. C'est pas des tableaux qui sont mis à jour en continu. Donc, attention sur les évaluations, sur la validité des évaluations. Vérifiez bien les dates, notamment les dates d'application sur ces produits-là. Le guide d'application dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le DTU 31.2. D'une manière générale, moi, je vous incite à aller voir le site du Codifab où il y a énormément de ressources qui sont pour la plupart téléchargeables gratuitement. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu. Et on a quelques questions dans l'onglet favoris. Si tu veux aller voir, je peux te faire la première. On peut mettre des planchers CLT sur des murs à ossature bois. Alors, est-ce qu'on peut mettre des planchers CLT sur des murs à ossature bois? Tous les planchers CLT relèvent d'un document technique d'application, donc un avis technique,
qui définit justement le domaine d'emploi. La plupart du temps, on peut le faire. Ça n'a pas forcément un grand intérêt parce qu'effectivement, on est souvent sur des murs à ossature bois, sur des structures légères. Le CLT sur des planchers un peu plus lourds et on a souvent un souhait de mixer plutôt le CLT avec du poteau-poutre. Mais je pense qu'il faut regarder le domaine d'emploi des DTA, mais ça ne doit pas être exclu de ces documents techniques d'application. Je vais regarder donc la numéro 2. Quand on parle de 28 mètres, s'agit-il du dernier plancher accessible ou hauteur totale du bâtiment? Alors, il faut regarder dans chacun des référentiels. Je pense que pour le DTU 31.2 et le DTU 31.4, ça a été rédigé sous forme de dernier plancher accessible, effectivement. Donc en référence, en lien avec les prescriptions sécurité incendie. La question suivante, est-il possible de faire une cuisine avec des murs à ossature bois vis-à-vis de l'humidité liée à l'activité? Alors, pour justement le classement des locaux en faible, moyenne ou forte hygrométrie, il y a une annexe au DTU 31.2 qui définit justement les limites acceptables ou pas. Donc on considère effectivement quand c'est du privatif, ça pose pas particulièrement de soucis. Par contre, quand on est sur des grandes cuisines collectives, on est plutôt sur du forte hygrométrie. Et donc là, ça posera un problème effectivement par rapport à la quantité de vapeur d'eau à gérer. Alors la question suivante, le risque de feu étant prévu et calculé via les eurocodes, pourquoi les pompiers demandent une installation automatique d'extinction à eau? Alors c'est une bonne question. On se rend compte finalement que aujourd'hui, la filière bois a beaucoup bougé ces dernières années. Et on construit aujourd'hui des bâtiments qu'on ne construisait pas il y a encore quelques années. Donc tout ça, ça pose des questions vis-à-vis de la sécurité incendie. Et il y a des démarches de mise à jour de certains référentiels vis-à-vis de la sécurité incendie. Donc effectivement, il y a eu des retours d'expérience qui étaient parfois malheureux par les pompiers, et dans certaines régions, les pompiers demandent des prescriptions particulières. Donc, on ne va pas avoir une demande d'extinction automatique systématique. Ce sera effectivement en fonction du risque lié au bâtiment, à son exploitation, à sa hauteur, etc. Sur la question suivante, quelles sont les différentes applications entre la fibre de bois et la laine de bois? Alors, la fibre de bois, effectivement, il y avait la distinction que j'ai marquée sur une diapositive. La fibre de bois est essentiellement utilisée en isolation dans les parois ossature bois. La laine de bois, on l'utilise souvent en isolant plutôt acoustique. On la retrouve par exemple dans les gymnases ou dans les parkings, où on va effectivement retrouver cette laine de bois, qui peut avoir aussi un intérêt du point de vue de la réaction au feu et de la protection par rapport à l'incendie. Alors, question suivante. Est-il encore judicieux de prévoir des isolants biosourcés en façade au vu de l'hygrométrie présente lors de la réalisation? Alors, comme je vous ai dit, effectivement, il y a cette sensibilité à l'humidité. Par contre, on est en capacité aujourd'hui, avec ces procédés de préfabrication, d'assurer une mise en œuvre au sein du complexe à l'abri quand on est à l'atelier, de protéger ce complexe de façade et de venir le mettre en œuvre totalement à l'abri des intempéries. Si après on arrive à garder cette protection et puis à venir mettre le bâtiment suffisamment rapidement hors d'eau, hors d'air, on arrivera effectivement à utiliser ces isolants biosourcés sans problème. Mais ça demande effectivement une anticipation et ça demande une organisation un peu particulière. Bonjour, dans un doublage intégrant un isolant classé F, peut-il y avoir également un vide technique entre l'isolant et le plâtre faisant
écran thermique ou faut-il que l'isolant soit impérativement E pour cela? C'est-à-dire guide d'utilisation des isolants biosourcés dans les ERP, n'autorisant pas les lames d'air au contact d'isolants non classés E. Alors, question très technique, parce que ça dépendra effectivement du complexe d'ossature, du complexe de parois, ça dépendra de la destination des bâtiments également pour l'utilisation ou les prescriptions particulières. Donc, c'est un cas très particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement que dans ces complexes d'ossature bois où on a vu qu'il y avait une multitude de matériaux, on veut éviter, vis-à-vis du risque de propagation du feu, les vides. On veut éviter les vides parce qu'effectivement, ces vides risquent d'entraîner finalement une propagation intérieure qui ne soit pas forcément visible. Et donc, les laboratoires nous alertent effectivement sur ce risque que représentent ces vides. Donc, en général, on essaye de combler ces vides, notamment par des isolants comme de la laine de roche, qui permettent d'éviter une propagation intérieure, à l'intérieur du complexe de la paroi. Bonjour, y a-t-il une limite en temps à l'exposition au soleil pour le pare-pluie en phase chantier? La réponse est oui. On se rend compte effectivement qu'en fonction de la qualité de la membrane pare-pluie, on va avoir possibilité d'exposer 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois le pare-pluie. Donc ça, vous allez le retrouver dans le guide d'application. Alors dans le DTU, dans la partie 1.2 du DTU 31.2, vous allez le retrouver, mais également dans le guide d'application du DTU 31.2, où on retrouve en fonction du type de membrane et donc des essais de durabilité qu'a subi cette membrane, on va avoir finalement la durée d'exposition maximale en phase chantier. Avez-vous un exemple de méthode active pour la protection au feu? La méthode active, ça va être le sprintlage ou ça va être le brouillard d'eau, qui sont en fait aujourd'hui des méthodes plutôt utilisées à l'étranger. En France, on n'a pas cette culture finalement d'utiliser ces méthodes actives d'extinction de l'incendie. Donc le sprintlage et le brouillard d'eau, aujourd'hui, c'est des techniques qu'on commence à voir en France, qu'on développe un peu plus au niveau européen et en France en particulier via des essais spécifiques qui sont réalisés. Donc ce sera probablement des méthodes qu'on utilisera de plus en plus. Mais voilà, les protections actives, c'est du matériel comme le sprintlage et le brouillard d'eau qui va permettre d'éteindre rapidement l'incendie en cas de départ de feu. Pour le calcul d'un C+D, est-ce que les isolants biosourcés participent à la masse combustible? Alors, la réponse à cette question, vous allez la trouver dans le guide CSTB FCBA, propagation du feu par les façades, qui va effectivement définir qu'est-ce qui va rentrer dans la masse combustible pour le calcul de ce C+D. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir donc sur le site du Codifab, la dernière version du guide propagation du feu par les façades, et vous allez avoir la réponse à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière. Alors, lorsque les éléments d'ossature, mur à ossature bois ou CLT, ne sont pas parfaitement jointifs, doit-on et comment peut-on assurer au mieux l'étanchéité à l'air? Alors, pour un mur à ossature bois ou pour des panneaux CLT, normalement, ce qui assure l'étanchéité à l'air, ça va être la membrane par vapeur. Et c'est cette membrane par vapeur, la continuité de cette membrane par vapeur, qui va permettre d'assurer l'étanchéité à l'air de la paroi. Merci Mathieu. Je crois qu'on n'a plus de questions. Ah, si, une nouvelle question. Une question complémentaire. Sur la question des lames d'air, cela veut donc dire qu'il faudrait éviter les doublages sans isolant, qui permettent pourtant de mettre à distance le pare-vapeur et éviter qu'il soit percé avec un ajout de prise, par exemple. Alors effectivement, ce vide technique qu'on a derrière le parement intérieur, donc entre la membrane pare-vapeur et le parement intérieur,
il permet donc l'insertion des blocs prises, mais il peut très bien être rempli par un isolant, un complément d'isolation intérieure. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, par exemple, 5 cm ou 4 ou 5 cm de laine de roche côté intérieur de la paroi. On n'aura pas de vide, mais on aura possibilité quand même d'intégrer ces prises sans dégrader la membrane par vapeur. Alors, le sprintlage et le brouillard d'eau seront différents pour un bâtiment en bois par rapport à un bâtiment en béton. Et oui, tout à fait. Le sprintlage et le brouillard d'eau doivent être adaptés aux risques liés au bâtiment, c'est-à-dire au risque de propagation du feu, c'est-à-dire que les buses, le dimensionnement des réseaux, etc., tout ça, ça doit être adapté et dimensionné en fonction du risque lié au bâtiment. Donc, c'est notamment le système constructif, mais c'est également l'exploitation du bâtiment. Si on a dans le bâtiment des risques ou un stockage de matériaux qui risquent de propager l'incendie, on va avoir également un dimensionnement du sprintlage ou du brouillard d'eau différent. Donc la réponse est oui. Je pense que cette fois, nous n'avons plus de questions. J'attends encore quelques instants. Non, je pense que c'est bon, Mathieu, tu as répondu à toutes les questions. Merci à tous. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Mathieu. Vous allez recevoir un lien pour visualiser le replay et puis pouvoir télécharger la présentation qui vous a été faite par Mathieu. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.